Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. Giorgia Meloni, avec son parti Frères d'Italie et sa coalition de droite et de droite extrême, a remporté la majorité absolue à la Chambre des députés et au Sénat italien et devrait en conséquence devenir la future première ministre de la troisième économie de l'Union européenne. La deuxième économie de la même Union européenne, la France en l'occurrence, avait porté au second tour de sa présidentielle et pour la seconde fois consécutive, la leader de l'extrême droite, Marine Le Pen, puis lui avait offert, un mois après, un groupe parlementaire imposant. En Suède, une autre coalition d'extrême droite a remporté les élections législatives, l'amenant en ligne droite, sans jeu de mots, à la formation d'un gouvernement. Il se passe quoi en Europe? Sommes-nous face à une vague identitaire et nationaliste, xénophobe qui serait éphémère, ou à l'inverse, est-ce à une véritable lame de fond que nous assistons? Maintenant qu'elle est presque aux commandes en Italie, que va faire Mme Meloni? Elle qui a promis de bloquer les ports de son pays aux migrants venus d'Afrique, elle qui en 2019 sermonnait le président français Emmanuel Macron, lui rappelant des vérités dures à entendre sur l'exploitation de l'Afrique. Et pour l'Afrique du Nord, quelle sera la politique de la nouvelle dirigeante italienne? Nous répondrons à ces questions. En seconde partie, nous irons encore en Ukraine, où 4 régions ont été annexées à la Russie. Moscou, par la voix du président Poutine, avait menacé de riposter avec force et vigueur à quiconque entreprendrait de l'attaquer sur son sol. Or, aujourd'hui, la Russie considère que le Donbass et les 2 régions limitrophes sont en territoire russe. Doit-on craindre une escalade entre les pays occidentaux et la Russie ou, au contraire, une décrue des tensions maintenant que Vladimir Poutine a atteint une partie de son objectif? Nous répondrons donc à toutes ces questions avec nos invités. Abdelhamid Belkhta, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Merci d'avoir répondu oui à notre invitation. Mustafa Sahimi, bonjour. Vous êtes professeur de droit et politologue. Bonjour donc. Bonsoir. Ça va? Merci d'être avec nous. Alors, on commence par cette poussée de l'extrême droite en Europe. Vox en Espagne, le Rassemblement national en France, Vlaams Blok, Wilders en l'Autriche. L'Europe semble basculer lentement mais sûrement et surtout de plus en plus vite dans la nébuleuse identitaire et nationaliste. Et on se rappelle, c'est intitulé d'un commissariat européen au début du mandat von der Leyen, la protection de notre mode de vie européen qui avait été changé in extremis et en vitesse par promotion de notre vie, de notre mode de vie européen. Toujours détenu par le grec Chinas, avec rang de vice-président. Alors, une question groupée, je commence par vous. Abdelhamid Belkhta, ces victoires de l'extrême droite en Europe qui se rapprochent et se ressemblent, de quoi sont-elles le signe? Elles sont le signe d'un désarroi généralisé en Europe et sont aussi le signe d'un mécontentement général des populations à l'égard des décennies de gestion technocratique de la gauche et du centre droite, partout en Europe. À chaque fois que la gauche ou le centre droite avait gouverné, on était en train de voir mener une politique permissive à l'égard de l'immigration. Et justement, ces politiques permissives de l'immigration était très mal vue par la population. Ajoutons à cela que les programmes politiques de la gauche et du centre-droite, mais aussi de centre-gauche aussi, étaient en quelque sorte des programmes élitistes, des programmes humanistes, des programmes qui ne donnaient pas véritablement un poids aux questions identitaires, aux questions de la perception du mode de vie chez le citoyen lambda. Et petit à petit, on a vu comment est-ce que ces partis politiques de gauche, mais aussi de centre, droite et de gauche, commençaient à s'éroder. Et leur légitimité a commencé petit à petit par disparaître en quelque sorte. La gauche européenne n'apporte plus de solutions véritables en ce qui concerne l'immigration. Lorsque la gauche arrive partout, voyez-vous ce qui se passe actuellement en Espagne, on voit très bien qu'il y a une ouverture, une tolérance plus ou moins poussée par rapport aux autres partis politiques. Mais cela est très mal vu par une grande fraction de la population. Et cela aussi se traduit dans les urnes, dans les élections, par une certaine méfiance à l'égard des programmes politiques. Donc finalement, c'est une fermeture, une crispation des opinions publiques, des sociétés, finalement. Oui, absolument. Vous savez, lorsque vous ouvrez les frontières, vous créez un dilemme. Vous créez un dilemme chez les petites gens. Les petites gens, tout simplement, ont peur
de ne pas pouvoir décrocher un emploi. Et pour eux, ils ne peuvent pas comprendre véritablement les soubassements réels de l'immigration. Par conséquent, l'immigré devient une menace directe sur ces gens-là. Et le responsable, ce sont les partis de gauche, les partis centristes de droite et de gauche. Et à un moment donné, on doit les sanctionner. Je crois que la question de l'immigration est un point épineux, justement, pour la classe politique européenne. Tant qu'on n'a pas trouvé une politique d'immigration générale, équitable et aussi équilibrée, il y aura toujours un basculement vers l'extrême droite. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi cette peur de l'étranger, cette peur du remplacement identitaire ou du remplacement tout court. Donc les gens ordinaires, les petits gens finalement partout dans l'Europe, finissent par responsabiliser les dirigeants. Et à un moment donné, cela se répercute sur leur comportement électoral. Et c'est ce qui s'est passé actuellement en Suède et récemment en Italie. Mustafa Shihimi, oui. Donc ce que nous dit Abdelhamid Belkhatab, c'est que finalement, l'Europe a perdu les fameuses valeurs universelles dont elle se fait le chantre un peu partout. Elle a perdu un peu de son humanisme aussi. Abdelhamid Belkhatab nous dit que finalement, les partis de gauche qui sont des partis traditionnellement ouverts, traditionnellement accueillants, se retrouvent sanctionnés dans les urnes par une population plus crispée, plus inquiète, plus anxieuse. Si vous le permettez, j'ai une lecture différente de celle que fait mon collègue, que je vais vous proposer. Vous avez le droit, oui. D'abord, le populisme, on connaît au Maroc. Eh oui. Nous avons eu, lors de la décennie écoulée, des faits de populisme liés à tel ou tel parti. Ce n'est pas le lieu d'en parler, mais il faut le dire tout de même. Le populisme, on connaît. On a eu à gérer ça, et il fallait le rappeler. Le tronc commun, me semble-t-il, à cette vague de fond de l'extrême droite dans les pays européens tient à un certain nombre de facteurs. Je ne sais pas si je peux montrer cette carte. C'est l'implantation de l'extrême droite. L'extrême droite en Europe, je vais cadrer ça avec la caméra pour que nos téléspectateurs voient exactement... Est-ce que vous pouvez cadrer la carte de Mustafa Shihimi, s'il vous plaît? Voient exactement la poussée de l'extrême droite dans une bonne quinzaine de pays. Et ce qui est intéressant dans cette carte-là, qui est une carte en couleur, ce qui est intéressant, c'est que l'extrême droite, dans la quinzaine de parlements nationaux que j'ai retenus, se situe dans une fourchette de 5 à 60%. C'est quand même un phénomène maintenant structurant dans le champ politique de l'Europe et en particulier de la quinzaine de pays que j'ai retenus. Le tronc commun à tous ces mouvements d'extrême droite qui ont maintenant un statut et qui sont acteurs et parties prenantes, ils dirigent même des gouvernements. En Hongrie, ça a été dit, ailleurs, etc., donc j'y reviens pas, c'est le populisme. Mais pourquoi il y a ce fait populiste et pourquoi pèse-t-il autant dans l'expression politique de chacun des pays? C'est d'abord un vote protestataire. C'est un vote protestataire contre les élites acquises donc à l'administration européenne à Bruxelles. Ça, c'est récurrent dans tous les discours, dans toutes les thématiques des mouvements d'extrême droite. C'est également une forme d'idéalisation du peuple. Le populisme, c'est le peuple. Et c'est le rejet, la minoration en tout cas, de toutes les structures intermédiaires, parlement, commune, partis politiques, etc. C'est aussi l'expression, même confuse, d'une revendication forte d'une sorte d'hyperdémocratie. C'est-à-dire le citoyen veut retrouver des droits et avoir voix au chapitre, considérant que les élites n'ont pas fait le job, comme vous l'avez dit, et que gauche, droite, etc., qu'il faut donc reprendre la main et donner sens et porter à son bulletin de vote. Il y a aussi une autre variante du populisme, c'est une expression identitaire qu'il ne faut pas mésestimer, me semble-t-il, et il ne faut pas réduire le populisme, l'extrême droite, pour ce qui nous concerne, à la lutte, à la mise en cause du phénomène migratoire. Ça va au-delà.
Ça va d'au-delà parce que c'est une expression de nationaliste, anti-immigration, évidemment, je rejoins ce qu'a dit mon collègue, xénophobe aussi, c'est centré sur la nation. Et puis, un dernier élément qui joue, c'est les conditions économiques et sociales et économiques étant de crise, qui offrent un terreau favorable au surdimensionnement de ce fait populiste qui donne l'extrême droite, donc autant de préoccupations. J'ajoute un dernier point, c'est que tout le discours de l'extrême droite est construit globalement, avec des nuances suivant les partis, contre la bureaucratie européenne. Ça marche à chaque coup. Donc, ça a comme conséquence quoi? Deux conséquences. La première, c'est le primat du souverainisme, ce qu'on appelle le souverainisme. Alors, on va y revenir sur le souverainisme. Je finis, si vous permettez. C'est-à-dire la reconquête des attributs de la nation et donc, partant de la souveraineté. Je voudrais revenir sur... C'est un phénomène qui est aggravé par la situation actuelle créée par le conflit Ukraine-Russie. Enfin, un dernier point. Vous avez déjà dit le dernier point. Non, attendez. Si vous voulez, Mostafa Sahimi, je voudrais vous faire réagir tous les deux sur quelque chose. C'est très bien ce que vous dites sur l'immigration, sur la xénophobie et tout. Je reste avec vous. Je voudrais vous faire réagir tout à l'heure, Abdelhamid Belkhatab. Mais on n'entend pas parler d'immigration américaine, canadienne, sud-américaine, chinoise. On n'entend parler que de l'immigration d'Afrique. Oui, parce qu'elle est géographiquement localisée. Elle est géographiquement localisée et elle a un référentiel religieux. C'est pour ça qu'il y a une focalisation qui se fait sur l'immigration. L'Afrique subsaharienne. La question migratoire au Canada, en Amérique ou en Australie est totalement différente dans la mesure où nous sommes devant des pays issus de l'immigration. Non, excusez-moi, Sib Belkhatab, je ne parle pas de ça. Je parle en Europe. On ne parle pas de l'immigration des Canadiens, de l'immigration chez eux, des Canadiens. Interoccidentale. Voilà, interoccidentale, latino-américaine, chinoise, japonaise. On entend parler que des Africains. C'est pour ça que je vous ai dit qu'elle venait de la rive sud, et du Moyen-Orient, d'ailleurs, il faut le dire, etc. Et elle a surtout comme référentiel, aux yeux de l'extrême droite, d'avoir un référentiel religieux, c'est-à-dire un référentiel qui n'est pas assimilable donc à la civilisation judéo-chrétienne qui est celle de l'Europe. Je suis frappé par ce qu'a dit la chef du parti, donc Giorgia Meloni, qui a dit je suis chrétienne. Ça n'a jamais été dit avec autant de force. Donc il y a cette idée de défendre aussi la chrétienté contre quoi? Contre une religion, en l'occurrence l'islam. L'identité religieuse ou les crispations identitaires religieuses en Europe sont classiques d'ailleurs. Cette peur viscérale de l'islam a été amplifiée en quelque sorte après 2011, n'est-ce pas? Et après ce qui s'est passé avec les attentats terroristes qui se sont découlés qu'on a vu en Europe depuis un certain temps. Alors, il y a cette peur qui a été développée et qui a été instrumentalisée par la suite par une élite politique populiste, dans le but d'en faire un projet politique. Et justement, le projet des partis de l'extrême droite, c'est l'instrumentalisation systématique de la peur à l'égard de l'islam, qui est standard, qui est généralisé chez... La peur de l'autre et de l'étranger. Non, mais surtout voilà. de cet islam qui a été, diabolisé en même temps. Voilà. Par cet islam qui a été diabolisé par le discours politique officiel depuis un certain temps. Toute la culture politique européenne, de gauche, de droite, était d'accord pour diaboliser une certaine version de l'islam qu'il considérait comme incompatible avec les valeurs civilisationnelles européennes. Seulement, cette peur de cet islam diabolisé a été instrumentalisée par la suite dans des programmes politiques, dans le discours politique des partis de l'extrême droite. Il y a un autre problème, c'est la tentation, justement, chez une certaine élite européenne de se débarrasser de cette tradition humaniste, de cette tradition rousseauiste, si on peut dire, qui a prévalu en Europe. Depuis un certain temps, on assiste à une attraction
il y a une attractivité de ce qu'on appelle actuellement les démocraties illibérales. C'est-à-dire on veut bien une démocratie, mais une démocratie qui frôle l'autoritarisme, c'est-à-dire une démocratie qui serre les taux sur un certain nombre de libertés individuelles et collectives. Et cette tentation est d'autant plus imposante avec les crises économiques, les crises identitaires et les crises aussi, la crise majeure qui est celle de l'édification de l'Europe unie. On voit très bien que l'Europe peine actuellement à s'unir et à retrouver justement son dynamisme de départ. Alors, on va revenir sur ce que vous vouliez dire tout à l'heure, Mostafa Sahibi. Je vous ai interrompu au moment où vous commenciez à partir sur l'histoire de la souveraineté. Les droites radicales européennes sont largement contre l'euro. Elles s'en défendent, mais elles sont contre l'euro. Et elles contestent aussi la prééminence du droit collectif, du droit commun, du droit européen sur les droits nationaux. Alors, d'après vous, après le Brexit, on avait parlé un moment en France de Frexit avec Marine Le Pen, etc. Maintenant, Giorgia Meloni va être en situation. Dans un mois, elle va être nommée avec son gouvernement. Est-ce qu'on ne va pas encore entendre parler d'autres exits? Il y a la Suède et il y a l'Italie qui sont en ligne de mire maintenant. C'est vrai, vous avez raison de poser cette question avec cette précision pour enchaîner. Il y a un élément, pour prolonger ce qu'a dit mon collègue, un élément que je vous propose, c'est le déclassement des pays européens. Il y a un phénomène majeur, c'est-à-dire que les pays européens se rendent compte qu'ils n'ont plus l'esprit d'initiative qu'ils avaient, l'initiative historique, qui sont concurrencés par des modèles économiques, notamment pour ce qui est de l'Asie et de l'Asie du Sud-Est, et que même leur corpus de valeurs universelles à laquelle vous avez fait référence est un corpus qui n'est pas partagé. On est passé à quelque chose d'autre, c'est-à-dire l'Occident avait cette prétention d'être dépositaire de valeurs universelles valables pour tout le monde, c'est-à-dire une recette sur les bases des principes de la démocratie occidentale et qui doit être appliquée partout. C'est ce qu'on a essayé de faire avec le projet du président Bush père, en Irak, ailleurs, etc. C'est ce qu'ils essayent de faire en Asie du Sud-Est. Contesté aujourd'hui par les Chinois, essentiellement. En Afrique aussi. En Afrique aussi. Je voudrais quand même solliciter l'histoire. Le sommet France-Afrique, qui s'est tenu à La Baule en juin 1990. 10 ou 11 90. 10, très bien. Le souverain défunt, Sa Majesté Hassan II avait fait une intervention forte pour contre-argumenter à ce qu'avait dit à l'époque le président Mitterrand, en disant « Oui, c'est bien la démocratie, mais tenez compte des spécificités culturelles de l'Afrique, des pays, etc. » Donc c'est un vieux débat. Ils se rendent compte que leur modèle est un modèle qui est circonscrit à l'Europe et qui n'est pas exportable. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui ne génère pas de l'équité, qui ne génère pas de la justice, qui ne génère pas de la solidarité. C'est un modèle au service, je vais faire court, au service d'un capitalisme triomphant qui est contesté dans d'autres latitudes géographiques. D'où la théorie qu'on sort maintenant la théorie de ce qui n'est pas libéral et illibéralisme. C'est un nouveau mot, c'est à la mode, illibéral. Ça a été inventé il y a une vingtaine d'années. Victor Orban, 20 ans, c'est pas grand-chose. Pour ce qui est des pays comme la Turquie, comme la Chine, comme la Russie, la Hongrie, etc. Donc il y a là, beaucoup ça, Victor Orban. Il y a là Pologne. Dans le champ idéologique international, il y a la contraction du modèle européen avec ses valeurs universelles, prétendument universelles, et il y a un contre-modèle qui est là, qui s'affirme et auquel adhèrent les populations et les citoyens. C'est ça qu'il faut dire. Alors maintenant, je reviens. Quel modèle? Le modèle illibéral. D'accord. Démocratie libérale. Maintenant, je reviens à votre question. Ah, c'est maintenant que vous allez commencer à répondre à la question. C'était une transition. La transition. C'était une longue transition. Va être plus longue que la réponse. C'était une transition. Mais la réponse va être courte alors. Oui, la réponse va être courte. Parce que le temps file et Abdelhamid Belkhteb, je voudrais le faire réagir sur les partis de droite, d'extrême droite. Peut-il y avoir un autre Brexit suite à la sortie de l'Angleterre il y a 2 ans, c'est un Brexit en Europe, en particulier en Italie? Je vais vous répondre non. Pourquoi? Le parti italien qui était pour la sortie, il s'appelait d'ailleurs Italexit, c'est son nom. Il a fait 1,9% des voix aux élections du 25 septembre. Donc vous voyez que ce n'est pas quelque chose de fondamental.
et Giorgia Meloni. Vous savez, ça ne veut pas dire grand-chose parce que Frères d'Italie, aux précédentes élections d'il y a quelques années, il était à peu près à 4 ou 5%, il est à 25%. Mais maintenant, ça ne veut rien dire, ça change. C'est très volatile un électorat, vous savez. Le champ est occupé maintenant avec une tendance en faveur de l'extrême droite, laquelle extrême droite de Giorgia Meloni, je réponds à votre question, dit qu'elle ne compte pas sortir de l'Europe, qu'elle se distingue de Viktor Orban, donc pour ce qui est de la Hongrie, qui lui est pour l'Europe des nations. Mais ce qui est important peut-être, c'est au-delà du schéma de sortie de l'Union européenne, c'est sûrement une réarticulation de l'Europe sur un certain nombre de principes, lesquels, c'est qu'il y a l'idée maintenant, dans chacun des pays où il y a une forte poussée de l'extrême droite, d'une territorialisation et d'une construction qui est distincte de la construction de l'Union européenne et des fonctionnaires de Bruxelles. Il y a aussi un autre élément, c'est un réveil géopolitique en Inde. Il y a aussi un autre élément lié à la conjoncture. Alors justement, je vais rester sur finis. C'est l'apparition brutale d'un ennemi commun, en l'occurrence ce qui se passe en Ukraine, etc. Oui, mais ça c'est trop facile. Je voudrais revenir, rester sur... on va en parler tout à l'heure de l'Ukraine. C'est pas trop facile de ce que vous dites vous, Mustafa Sahimi, loin de moi cette pensée. C'est trop facile d'imputer tous les malheurs européens à l'agression russe sur l'Ukraine. On est bien d'accord qu'il faut respecter les souverainetés. Je fais référence à des facteurs qui entrent aujourd'hui récent. Dans le débat politique. Alors, Abdelhamid Belkhtam, on reste sur ces partis d'extrême droite. Alors, il commence à y en avoir beaucoup. Alors, vous avez l'AfD en Allemagne, vous avez le Vlaams-Blok en Belgique, Geert Wilders aux Pays-Bas, la droite, l'extrême droite suédoise, le Rassemblement national en France, Vox en Espagne. Est-ce qu'il pourrait y avoir une convergence de ces droites extrêmes pour un projet commun en Europe, un projet qui ferait sauter l'Europe, tout simplement. Ou alors, au sein du Parlement européen, peut-être pour les prochaines élections européennes, est-ce qu'il pourrait y avoir un groupe d'extrême droite, mais un groupe compact, où il ne serait pas dilué dans les différents groupes qu'il y a? Oui, ce groupe existe déjà au sein du d'extrême droite, mais fort, un groupe fort. Au sein du Parlement européen, ça existe. Il y a une certaine, je dirais, collaboration. Il y en a deux. Ils sont petits. Mais donc... l'extrême droite, pour le moment, pour elle, il est très difficile de s'allier autour d'un programme politique uni. Pourquoi ? Parce qu'il y a des extrêmes droites et chaque extrême droite dans chaque État dispose d'un programme politique différent. Le problème qui se pose, c'est qu'ils sont tous, ils ont en commun un point qui est très important, qui est celui du souverainisme. Tout le monde, maintenant, remet en cause justement cette même mise de Bruxelles sur les politiques publiques nationales. Tous ces partis-là revendiquent haut et fort maintenant l'intervention de l'État, la réapparition des frontières et le contrôle des entrants, des immigrés. Donc, ils ont en commun ces points-là. Mais sur le plan économique, sur le plan des projets sociétaux, sur le plan des relations internationales, de la politique étrangère, ils n'ont pas tous la même vision. Et en plus de cela, ils n'ont pas tous la même vision à l'égard de l'Europe. Alors tout le monde, tous ces pays-là, d'ailleurs, sont des pays qui vont essayer et qui cherchent à... Ils n'ont pas une vision convergente ou ressemblante vis-à-vis de la Russie, par exemple ? Non. Je ne crois pas, mais ce sont là des partis qui cherchent à renégocier la position de leur pays au sein de l'Union européenne. Lorsqu'on parle de la Suède, de l'Italie et d'un certain nombre de pays, l'Espagne même, ce sont là des partis qui cherchent à renégocier un peu les conditions d'adhésion à l'Union européenne. On sait très bien que l'Union européenne était au départ construite sur l'image d'une confédération d'États. Petit à petit, on a voulu la faire évoluer vers une fédération. Vous vous rappelez de la Constitution européenne de Giscard d'Estaing qui n'a pas marché. Mais petit à petit, on s'est aperçu que cet objectif, ce grand objectif de l'Union européenne comme étant un État fédéral était irréalisable et que par conséquent, il fallait se contenter d'une confédération d'États. Le problème qui se pose, c'est que vous avez une confédération d'États qui fonctionne comme s'il s'agissait d'une fédération. C'est-à-dire vous avez un Parlement qui décide
des affaires internes d'un certain nombre d'États qui est en train de voter des lois européennes. Vous avez une Commission européenne qui, elle aussi, fait figure d'un exécutif qui est capable d'agir sur l'ensemble des États européens. Et finalement, les élites nationalistes commencent justement à s'insurger contre ce modèle et ils veulent tout simplement retrouver une souveraineté qui a été en quelque sorte bafouée par cette espérance ou cet idéal européen. Alors, maintenant qu'on a fait le tour un peu de droite, d'extrême droite européenne, nous allons un peu rentrer dans cette question de l'élection en Italie et sa relation, la future relation de l'Italie avec l'Afrique du Nord, c'est-à-dire Tunisie, Libye, Algérie, éventuellement Maroc. Mais le temps court, nous nous retrouvons dans quelques secondes après la pause. Allez, on démarre cette seconde partie du débrief. On a passé la première partie avec Mustafa Sahimi et Abdelhamid Belkhatab à analyser, à parler, à débattre de cette élection de Giorgia Meloni en Italie et de la poussée des extrêmes droites d'une manière générale en Europe. Mustafa Sahimi, tout à l'heure, on reviendra sur l'Ukraine. Mustafa Sahimi, Tunisie et Libye sont les deux pays situés au sud de l'Italie, je ne vous apprends rien, mais c'est aussi les deux pays qui sont les premiers en effectif d'envoi de migrants. Je ne vous apprends rien non plus, mais qu'est-ce que vous pensez que sera la politique de Giorgia Meloni à leur égard, elle qui avait dit que la force navale, qu'elle utiliserait la force navale au besoin pour bloquer les arrivées de migrants? Un mot d'abord sur la suite de notre débat, sur la position de l'Italie à l'endroit de l'Europe. L'Europe est une vache à lait, il faut le dire. L'Italie attend aujourd'hui un prêt de 150 milliards d'euros qui avait été adopté il y a 2 ans au moment de la Covid. Et donc, l'Italie est obligée maintenant de tenir compte de ces réalités-là. Deuxième point pour ce qui est de l'Europe, le coût politique d'une sortie de l'Europe est extrêmement élevé. Donc, il y aura des clivages, il y aura des groupes, etc. Mais aucun pays ne prendra le risque, comme le Royaume-Uni, de quitter l'Union européenne, de laquelle puissance, je pense au Royaume-Uni, est en train de payer les dégâts. Maintenant, pour votre question, pour ce qui est de la Tunisie et de la Libye, c'est évidemment un impact direct. C'est un impact direct. Savez-vous qu'il y a 60 km entre la Tunisie et l'Italie? Eh oui. Lampedusa. Vous parlez de l'île de Lampedusa. 60 km, bien. C'est le premier partenaire. L'Italie est le premier partenaire de la Tunisie, avec un chiffre donc de 11 milliards de dinars tunisiens, ce qui fait à peu près 400 millions d'euros. C'est le premier partenaire. Il y a aussi la présence des Tunisiens migrants en Italie, ils sont 100 000. Ils sont 100 000, ça n'est pas négligeable. Alors l'histoire qu'a proposé donc Giorgia Meloni d'un blocus naval, etc., relève du discours politique, électoraliste. Son allié, Matteo Salvini, quand il était à l'intérieur, il a bien fait ça. Hein. Oui, mais ce n'était pas un véritable blocus. D'ailleurs, il y a eu des mesures. Il a même été poursuivi par la justice italienne pour ça, précisément pour entrave à la libre circulation, atteinte aux libertés. Alors, ça me paraît relever du discours électoral, électoraliste évidemment. Je doute qu'il y ait un blocus naval. Il peut y avoir en revanche un renforcement de la force européenne qui existe aujourd'hui, Fortex, qui s'appelle Fortex, où il y a un dispositif, etc. Mais ça ne va pas au-delà. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de pays européens ne voudront pas créer un climat de guerre. C'est comme si l'Europe était assiégée. Il y a un certain nombre de pays qui ne fonctionneront pas à ce sujet. Pour ce qui est de la Libye, c'est un gros problème. La menace venant de Libye du point de vue italien, c'est essentiellement le flux migratoire qui est extrêmement important, qui est le plus important de toute la région, qui est lié donc aux Libyens, mais qui est lié au fait que la Libye est le réceptacle de flux géographiquement diversifiés qui viennent du Sahel, qui viennent au-delà de l'Érythrée, du Soudan, qui viennent du Moyen-Orient, etc. Donc il y a là un gros problème qui va se poser, et puis il y a les intérêts aussi économiques
et pétrolier de l'Italie avec la Libye. Donc je crois qu'il faut revenir à un principe Donc de ce que vous dites, réalité. c'est de l'esbrouf, quoi. C'est de l'effet d'annonce, c'est du slogan électoral. Ça fait partie du discours électoraliste. Il y a les réalités et nul doute que si elle préside le Conseil, Giorgia Meloni devra faire face à des réalités internes liées à l'Italie, mais aussi à un certain nombre de contraintes liées à l'Union européenne. Alors, Abdelhamid Ben Khattab, vous vous rappelez en 2019 ce discours mémorable de Giorgia Meloni contre le président Macron? C'était une période où il y avait des relations qui étaient très très tendues. Il y a eu des rappels d'ambassadeurs, il y a eu un moment avec Matteo Salvini qui était à l'intérieur. C'était extrêmement tendu. Et Giorgia Meloni avait reproché vertement à Emmanuel Macron les relations de la France avec l'Afrique. On ne va pas reprendre les mots parce qu'ils sont particulièrement insultants. Comment vous voyez ces relations maintenant entre Rome et Paris à l'égard de l'Afrique? Vous savez, les Italiens ont un complexe historique à l'égard des Français. Tout d'abord parce que la France a toujours maltraité l'Italie, a toujours fait preuve d'une certaine... Même le frère de Napoléon qui était à un moment roi d'une certaine arrogance à l'égard de tout ce qui est italien. Et en plus de cela, l'Italie a eu un grand problème historique à s'implanter en Afrique. Alors que pour la France, l'Afrique, c'était son terrain de jeu, n'est-ce pas? Alors, l'Italie, au début du XXe siècle, avait éprouvé d'énormes difficultés à s'ériger en puissance coloniale. Et on a vu ces débâcles, justement, en Libye et dans un certain nombre de pays. Donc, et après la période coloniale, l'Italie a eu beaucoup de mal à s'implanter en tant que puissance économique au sein de l'Afrique. Et pourtant, elle avait tous les atouts pour pouvoir, justement, concurrencer la France. Donc on voit très bien que sur ce point-là, sur ce point-là, l'Italie n'a pas fait... Entre les voilà, deux, c'est un complexe historique. Voilà. D'accord. Maintenant, l'Italie, est-ce qu'il a les moyens de ses prétentions africaines? Je ne crois pas. Le problème de l'Italie, c'est que vous avez une puissance économique très grande. L'Italie, c'est une puissance économique, qu'on le veuille ou non. La troisième d'Europe. À chaque fois qu'il s'agit de passer les frontières italiennes, cette puissance disparaît. L'Italie se comporte sur le plan international comme un État normal, non pas comme une puissance. Et cela se répercute sur les relations internationales et sur la politique étrangère italienne. D'ailleurs, l'Italie a toujours été timide, en quelque sorte, dans ses positions internationales. Aujourd'hui, Meloni va essayer de faire bouger un peu les choses, de montrer qu'il est là, qu'il veut récupérer justement ces terrains perdus, notamment en Libye et dans un certain nombre... En Éthiopie aussi. En Éthiopie aussi. On se rappelle la guerre de Mussolini, d'ailleurs, elle faisait référence à Mussolini à plusieurs reprises, même si elle est étant donné qu'il se positionne dans un discours populiste et dans un discours d'extrême droite, c'est tout à fait normal de critiquer Macron, parce que Macron incarne en quelque sorte ce capitalisme triomphant, ce libéralisme triomphant et arrogant en même temps. Une pointe d'envie avec des mots très durs sur l'exploitation des enfants. Voilà. Donc c'était très dur. Alors je reste avec vous, Abdelhamid Khattab, et même question vous sera posée juste après Mostafa Sahimi sur la politique algérienne de Giorgia Meloni. Là, c'est une autre paire de manches. C'est plus uniquement de l'immigration, mais c'est aussi des relations économiques, c'est des relations énergétiques avec le fameux gazoduc Matei qui passe, cette question la question du Sahara marocain aussi. Comment vous voyez les relations avec l'Algérie? Les relations italo-algériennes sont déjà des relations très poussées. Et l'Italie a des relations très avantagées avec l'Algérie. Le gaz joue un rôle dans tout cela. Le gaz, la dépendance énergétique de l'Italie joue un grand rôle dans tout cela. Le problème qui s'est posé aussi, c'est que le Maroc n'a pas insisté beaucoup sur l'Italie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un travail diplomatique de terrain pour au moins éloigner l'Italie de l'Algérie. Et la dépendance et la guerre en Ukraine et la dépendance énergétique n'a fait que ranimer en quelque sorte cette amitié en quelque sorte algérienne et algéro-italienne. Donc je crois qu'il y a un travail de fond à faire
pour faire en sorte à ce que l'Italie revienne en quelque sorte à la politique au moins européenne à l'égard de l'affaire du Sahara. Les élites italiennes prennent souvent des risques discursifs en manifestant leur je dirais, défense d'une cause, de la cause algérienne. Et là, il faut faire quelque chose. Notre diplomatie. Alors, Mustafa Sahibi, je peaufine un peu plus la question en disant que, bon, d'abord, cette dépendance italienne à l'égard du gaz algérien est un peu hasardeuse dans le sens où les Algériens n'ont pas véritablement les moyens d'augmenter leur production pour des questions de consommation interne et pour des questions d'exploitation, de temps d'exploitation, de financement de l'exploitation. Et puis, il y a aussi cet événement qui vient de se passer il y a quelques jours, en milieu de semaine, quand des députés, des sénateurs, des représentants américains ont sommé pratiquement le secrétaire d'État Anthony Blinken de prendre des mesures contre l'Algérie qui s'arme en Russie. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une pression américaine sur l'Italie aussi pour revenir à de meilleurs sentiments? Il y a plusieurs volets dans votre question. Il y a plusieurs volets, je sais bien. Alors, le premier, je voudrais nuancer ce qu'a dit mon collègue. Notre diplomatie n'a pas pour souci d'œuvrer à éloigner l'Italie de l'Algérie. Ce n'est pas notre souci. Rome et Alger peuvent développer les relations qu'elles veulent, c'est leur affaire. Notre diplomatie a d'autres préoccupations, c'est de se redéployer avec de nouveaux partenaires, on le voit donc en Europe, avec notamment les pays d'Europe centrale, le groupe de Visegrad, c'est important, on n'en parle pas beaucoup. Je parle pas de. Oui, ici, mais je parle pour le grand public, le groupe de Visegrad, avec Slovénie, donc Hongrie, Tchéquie, etc. En Afrique, c'est connu, en Amérique latine et Caraïbes également, et en Asie du Sud-Est. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des intérêts particuliers, des liens étroits entre l'Italie et l'Algérie. Pourquoi ? Ça a été vérifié à la visite à la mi-juillet, il y a donc 2 mois et demi, du président du Conseil, Mario Draghi, avec la signature d'un accord d'une quinzaine de conventions, plus un accord important sur 25 ans, avec entre l'Algérie d'un côté la compagnie étatique, la Sonatrach, et un consortium international où il y a une compagnie américaine, il y a une compagnie française, Total, et il y a l'ENI italienne. Et c'est un contrat qui doit assurer la production de 4 milliards de mètres cubes de gaz sur 25 ans. Donc c'est important. Et il y a aussi le fait que l'Algérie assure 27% des besoins gaz de l'Italie. Ça compte dans une relation diplomatique et il s'agit d'augmenter encore les prévisions. Vous avez raison de relever que les capacités de production et de raffinage donc, en Algérie sont limitées, ne permettent pas d'honorer les engagements pris ni ce qui est attendu. On l'a vu avec le président Macron. Il est venu pour le gaz pensant que l'Algérie, alors que l'Algérie fournissait 10% du gaz de France, il a vu que ce n'était pas possible. Non pas que l'Algérie manque de bonne volonté, elle aurait été heureuse de vendre, etc., mais qu'elle ne peut pas vendre ce qui n'est pas produit. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a aussi que le fait que l'Algérie, le premier partenaire de l'Italie et en Afrique et au Moyen-Orient, et les échanges sont importants pour 2021, c'est 8,5 milliards d'euros par an pour 2021. Donc il y a là une relation privilégiée de nature économique essentiellement et gazière, pétrolière, etc. avec l'Italie. Ça n'empêche pas, à la différence qu'a dit mon collègue, s'il veut bien prendre note, qu'au niveau des partis politiques italiens, il y a plus que des nuances pour ce qui est du Maroc et pour ce qui est en particulier de la question nationale. Nous avons des relais qui sont favorables. Il y a une maturation qui s'est faite au sein de la classe politique italienne pour une meilleure appréhension de la question nationale, d'autant que le phénomène activant dans ce sens, c'est quoi ? C'est la reconnaissance américaine depuis décembre 2020. Alors justement, au niveau des Américains, c'est un fait qualitatif qui ne peut pas être ignoré par les partis politiques italiens. Vous savez cette action. Alors, aux États-Unis, en 2017, il y a eu une loi qui est passée pour sanctionner ou faire pression
sur les pays, les États qui commercent avec la Russie, qui achètent des armes à la Russie. C'était en 2017, c'est passé inaperçu. Actuellement, nous savons ce qui se passe. Bien, les Algériens achètent donc leurs armes chez les Russes, ça on le sait, ce n'est un secret pour personne. Mais dans cette lettre, les sénateurs, enfin les élus du Capitole, les représentants, les députés, les représentants et sénateurs américains disent que puisque le président Poutine ne vend plus de gaz à l'Europe, donc il a moins de sources d'entrée de devises, il a en contrepartie une entrée de devises, entre autres, de la part de l'Algérie. Et il demande, sommant même, le secrétaire Anthony Blinken de prendre, de faire pression sur l'Algérie, de prendre des sanctions contre l'Algérie. Est-ce que dans le cadre de cette politique, je vous pose la question à tous les deux, mais il faut être très bref parce que j'aimerais passer après à l'Ukraine, il nous reste une douzaine de minutes, est-ce que vous pensez que dans cette logique de bloc, il ne pourrait pas y avoir une pression sur l'Italie de Giorgia Meloni de la part des États-Unis? En une minute maximum, ça va se terminer. C'est un sénateur républicain, Roblo, qui a posé ce problème, qui a levé le lièvre en disant qu'est-ce qui se passe? Il y a des sanctions contre la Russie, il y a une loi américaine qui n'est pas appliquée, et donc il y a 9 milliards de ventes d'armes, 9 milliards de dollars de ventes d'armes russes à l'Algérie. C'est une situation qui est préoccupante. Alors évidemment, on va voir comment l'administration américaine va régler ça. Ça dépendra de la Maison-Blanche, ça dépendra du Congrès, etc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que l'Algérie s'aligne de plus en plus sur les positions de la Russie. Et donc, ça réduit d'autant sa capacité d'action et de manœuvre au niveau international et au niveau régional. Pour ce qui est de l'Italie, nul doute que si des mesures étaient prises par l'administration américaine, l'Italie ne pourrait qu'en prendre compte. Juridiquement, je vois mal comment est-ce que les États-Unis d'Amérique prennent des décisions ou des sanctions contre l'Algérie. Tout d'abord, la région n'est pas une zone d'influence directe de l'Amérique. Et puis, les États-Unis d'Amérique font preuve d'une certaine permissivité à l'égard de l'Algérie. On voit très bien que... C'est à la carte. Oui, voilà. Donc, l'Algérie dispose d'une marge de manœuvre donc assez importante. Maintenant, comment l'administration Biden va opérationnaliser ces sanctions, c'est très difficile pour le moment. Mais tout de même, je voudrais dire tout simplement que l'Algérie actuellement dispose d'une manne pétrolière et gazière. Donc, si nous sommes devant une puissance éphémère, bien entendu, mais c'est une puissance issue de l'inflation. Issu du marasme économique international. On voit très bien qu'après la guerre d'Ukraine, la flambée du prix du gaz et du carburant a permis à l'Algérie de faire entrer beaucoup de devises. Et justement, ces devises-là, cette manne énergétique, a été transformée, ou on essaie quand même, on constate que l'Algérie essaie de transformer cette manne en influence politique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Et justement, ce que nous devons, nous, Marocains, faire, c'est justement d'établir une contre-stratégie, une stratégie pour neutraliser cet effet de diplomatie de chéquier. C'est plus compliqué, si vous le permettez. Transactionnel. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. Dans les relations entre Alger et Washington, il y a un élément complémentaire qui est la concurrence. Les États-Unis ont fait une grande opération aujourd'hui avec ce qui se passe, notamment les fermetures, les sanctions contre le gaz et le pétrole, etc., parce qu'ils ont réussi maintenant à commercialiser leur pétrole à partir des schistes bitumineux et le gaz. Et c'est le premier pays exportateur maintenant en Europe. Et donc nous sommes dans un schéma, schéma de concurrence, puisque l'Algérie est maintenant un pays concurrent par rapport aux États-Unis. À réduire les exportations de gaz algérien vers l'Europe et le remplacer par le GNL nord-américain. Donc c'est un élément de contentieux supplémentaire qui vient s'ajouter au risque de sanctions. Vous savez, les sanctions, ça ne va pas être brutal, mais il peut y avoir des pressions telles qu'il faudra en tenir compte. Ça passe et ça change tellement rapidement et ça évolue tellement rapidement avec des choses qui sont lourdes qui se déroulent que bien malin
même parmi les chancelleries d'ailleurs, qui pourraient prédire ce qui se passe. Alors on y arrive justement à l'Ukraine avec ces référendums qu'il y a eu il y a quelques jours, avec cette annexion qui a été entérinée donc en fin de semaine, mais on a un ordre de mobilisation même partiel qui est largement rejeté par la population. On voit les images, les informations fusent de partout, mais on voit des images qui viennent d'un peu partout. Il y a eu ces référendums, et il y a un Vladimir Poutine qui semble décidé à rester dans la politique de la tension, de l'escalade. Donc nous avons maintenant les régions de Zoblast, comme ils appellent ça, Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia et Kherson, qui sont territoires russes, puisque annexés par les Russes. Alors je serais tenté de vous dire, dans un français parfait, so what? Comment ça va se passer maintenant? Sachant que le président russe avait dit, pendant les 6 mois qu'a duré la guerre, attention, il ne faut pas attaquer le territoire russe, attention, il ne faut pas approcher du territoire russe. Ces 4 régions sont maintenant territoire russe. Comment vous voyez les choses, Abdelhamid Belkhatab? Même question pour vous, Mostafa Salimi. Eh bien, ça ne va pas changer grand-chose dans la situation géopolitique. Pourquoi? Parce que nous sommes devant une région ou une zone de guerre. Donc, bien qu'il soit annexé à la Russie, c'est une zone de guerre. Nous sommes devant un territoire qui était au départ ukrainien et qui est devenu, par la guerre, un territoire russe. Donc, la guerre, nous sommes devant un terrain où la guerre est toujours d'actualité. Donc, sur le plan international, c'est vrai, à long terme, ça pourra changer beaucoup de choses. Mais sur le plan politique et militaire, ça ne changera pas grand-chose. Je crois que Vladimir Poutine est en train de jouer ses cartes, ses dernières cartes en fin de compte, parce que je me demande quel était l'objectif de l'intervention militaire russe en Ukraine. Je suppose en tant que politiste que l'objectif premier était de sanctionner le régime politique ukrainien, peut-être de le faire tomber, et de faire choisir un autre régime qui pourrait par la suite signer avec lui des traités. C'est ça l'objectif, un objectif rapide, l'objectif de toute guerre, un objectif rapide et très court à réaliser. Donc son timing est très 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 court. Ce qui se passe, c'est que nous sommes devant une guerre qui ne cesse de s'enliser, de durer, et finalement, ce qui me permet de dire que Vladimir Poutine a échoué à réaliser ses objectifs. Sinon, à quoi ça sert une guerre où il y a un gâchis, où c'est une guerre qui a duré maintenant trop longtemps. Et la guerre, ça coûte de l'argent. Même pour les gagnants, ça coûte beaucoup d'argent et beaucoup de morts aussi. Alors, maintenant, ce que veut justement, ce qu'a fait Vladimir Poutine, c'est d'entériner en quelque sorte et de juridiser en quelque sorte les objectifs de départ. Les objectifs de départ, c'était quoi? C'était tout simplement de renverser le régime, et de lui imposer un certain nombre de conditions, notamment l'annexion, ou du moins la neutralisation ou la création d'une zone tampon où le gouvernement russe pouvait justement mener. Le problème maintenant, c'est que cet objectif n'a pas été réalisé par la guerre. Et maintenant, c'est le référendum qui va entériner cette situation de fait, qui sera probablement rejetée par la communauté internationale, étant donné que... L'ONU s'est déjà prononcée là-dessus. Elle est déjà. Alors, si vous permettez, j'ai un avis moins tranché que vous. Première question, est-ce que c'est l'échec de Poutine? Ce n'est pas évident. Il a récupéré 4 régions qui ont intégré... Qui a intégré la Fédération de Russie et qui relève du territoire national. Moi, j'ai suivi la cérémonie du vendredi après-midi, cérémonie qui a eu lieu à Moscou, donc de signature des actes. C'est extrêmement important. Il y a eu un grand cérémonial, à la différence de ce qui s'était passé pour la Crimée en 2014, peut-être qu'on y reviendra. C'est-à-dire maintenant, il y a une donne majeure, c'est que maintenant ces régions-là sont partie intégrante du territoire national de la Fédération de Russie. Ça a des conséquences sur le plan militaire, c'est-à-dire toute opération militaire faite par les Ukrainiens ou d'autres sera considérée comme une agression.
même si la communauté internationale, mais ce qu'il faut... C'est inquiétant, ça. Comment? C'est inquiétant. Non, c'est important. Nous sommes déjà en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Je ne suis pas de cet avis. Nous sommes dans des situations conflictuelles, nous ne sommes pas en guerre. D'abord, ce n'est pas déclaré, la guerre n'est pas déclarée. Ah, vous pensez que ce n'est pas une guerre, Moustapha? Non, c'est un conflit. C'est un conflit, mais ce qui n'est pas une guerre. C'est des dizaines de milliers de morts, vous savez, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. En droit international, la guerre répond à des critères et à des définitions. Je continue, si vous permettez. Juste dans le cadre de notre Nidam. Non, il faut que je finisse mon développement. Deuxième point, il y a l'élément... Vous avez encore une minute. Oui, dans la minute qui me donne. Deuxième point, il a un avantage stratégique maintenant, c'est-à-dire s'il y a une agression, c'est les autres qui sont des agresseurs. Lui, il dit ce sont des provinces russes maintenant. Maintenant, question, si vous me demandez qui a gagné, qui a perdu, il n'a pas perdu, il n'a pas encore perdu. En revanche, pardon, laissez-moi finir s'il vous plaît. Qui a gagné, c'est la Chine. Dans cette situation, c'est la Chine qui a gagné, c'est les États-Unis. La fois prochaine, c'est les États-Unis qui maintenant ont vassalisé l'Union européenne. D'accord. Dernier commentaire. Voilà. Vous avez pour un militaire, ne pas réaliser ses objectifs militaires et les traduire en objectifs politiques dans un timing très précis, ça devient Qu'est-ce que vous savez des objectifs militaires de Poutine? Personne ne le sait. Laissez-le finir, vous avez fini, il faut qu'il termine. C'est simple. Tout objectif militaire fait entrer en considération le coût militaire de l'opération. Toute opération militaire a un coût, monsieur, n'est-ce pas? Maintenant, s'il aurait voulu annexer ces territoires, il aurait pu tout simplement faire chuter le régime et créer un autre régime et signer avec lui un traité. Et ça aurait été moins coûteux que la c'est bon. Donc pour moi, il n'a pas... Vous êtes en train de refaire merci. Vous vous enflammez, vous vous passionnez juste au moment où l'émission est déjà terminée. Il faut rendre l'antenne. Merci d'avoir été avec nous, Abdelhamid Mertab. Merci, Moustapha Shehimi. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.